18h41 de retour en direct sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir Pierre Conessa. Bonsoir. Vous êtes essayiste, spécialiste des questions liées au terrorisme. On va bien sûr avec vous dresser un bilan précis de la situation en France. Avant cela, on va écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était hier en déplacement à Pontoise dans le cadre de la sécurisation des lieux de culte. Nous déjouons tous les 2 mois des attentats. Et notamment des attentats qui touchent, bien sûr, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et d'où l'instruction que j'ai donnée à tous les préfets de la République de mettre des policiers et des gendarmes en face des lieux de culte chrétiens, qui touchent aussi des églises. Et c'est effectivement le cas d'une récente personne que nous avons interpellée grâce au service de la DGSI, nos services secrets qui dépendent du ministère de l'Intérieur, de quelqu'un qui manifestement allait passer à l'acte contre un édifice religieux, ou en tout cas ses abords, et toucher éventuellement des chrétiens. Pierre Conessa, un attentat déjoué tous les 2 mois en France, c'est un chiffre qui est en augmentation ou est-ce qu'il est constant depuis plusieurs années ? C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on qualifie d'attentat, parce qu'effectivement, vous avez depuis la gradation, depuis la menace, si vous voulez, quasi blague, jusqu'à la menace de mort, jusqu'à la préparation d'un attentat, il y a toute une gradation qui fait que la nature des statistiques peuvent changer. Mais cela dit, les chiffres sont inquiétants. Moi, j'y vois deux aspects qui sont très, très caractéristiques. Les 2 professeurs qui ont été assassinés dans l'éducation nationale, le premier, l'assassin était un Tchétchène, le deuxième, c'était Samuel Paty et Dominique Bernard. Oui. Le premier, Anzorov, était un Tchétchène, donc on avait pris, parce que si vous voulez, les Tchétchènes, les pauvres massacrés par les Russes ne peuvent être que des victimes, mais si c'est des victimes, ils ont droit à l'asile. Bon, une fois que le gosse était arrivé à 2 ans, donc il s'est radicalisé dans sa famille, puisqu'il avait fait l'école républicaine. La famille s'est retournée en Tchétchénie après l'assassinat. Et l'autre, c'est un Ingouche. On n'a pas de politique extérieure en Ingouchie, que je sache. Donc, si vous voulez, on est face à quelque chose où le droit de l'asile devient une espèce de contradiction par rapport au principe de sécurité. On n'a pas de droit par principe à l'asile en France si on n'a pas des principes républicains. Et donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que toutes les tentatives d'attentats qu'on détecte aujourd'hui, ce sont des 3e générations. Ce ne sont plus des 2e générations. Ce sont des gens qui connaissent cette société, qui ont leur place, qui parfois ils sont bien intégrés, mais qui continuent à utiliser une espèce de discours de la victimisation qui continue exactement à justifier la violence. Voilà. Est-ce que ça signifie que pour vous, la principale menace, elle est endogène, c'est-à-dire que les terroristes potentiels se trouvent déjà sur notre sol, ou est-ce qu'ils viennent aussi de l'extérieur ? On peut avoir une espèce de mélange des deux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la menace est endogène. La meilleure preuve, c'est que pour les attentats qui passent actuellement en jugement, on a tout un réseau autour. C'est-à-dire des gens qui vont depuis celui qui a fourni l'arme en disant « oui, mais j'ai fourni une arme, mais comme j'aurais fourni une arme à un braqueur », celui qui dit « oui, j'étais au courant, mais je n'ai pas pensé utile de dénoncer », etc. Donc on est sur des réseaux, si vous voulez, qui ne sont pas obligatoirement structurés avec une thématique politique, etc., mais avec une sympathie vis-à-vis de l'acte de violence terroriste. Ça, c'est effectivement une chose importante. La deuxième, c'est ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit d'asile, tel qu'il est pratiqué, est quelque chose qui n'a plus aucune signification en termes de sécurité. Voilà, donc il y a des trous dans la raquette, quoi. Quelles sont les cibles principales des terroristes quand on déjoue des attentats ? Généralement, ils tentent de s'attaquer à quoi ? Aux églises, aux synagogues, aux écoles ? C'est-à-dire que là, justement, ce qu'on a constaté, notamment sous la forme des menaces, pas des attentats, mais des menaces, on s'aperçoit que la cible est devenue extrêmement variée, puisque ça va depuis le lycée jusqu'effectivement un lieu de culte. Il y a aussi des musulmans laïcs qui sont menacés, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une espèce de ciblage à l'égard de tout individu qui ne pense pas dans la ligne. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce qu'entre le gosse qui fait une blague sur son établissement scolaire et puis celui qui, effectivement, risque de passer à l'acte, le problème, il est statistique aujourd'hui. Si vous regardez les fichiers S, il y a 12 000 à peu près fichiers S. Bon, les fichiers S, c'est une espèce de melting pot dans lequel vous avez l'homme qui frappe sa femme jusqu'au terroriste le plus grave. Le haut de gamme, c'est 4 000 personnes. 4 000 personnes, alors qu'on va préparer les JO, comment voulez-vous surveiller 4 000 personnes ? Pour surveiller un type 24 heures sur 24, il faut 10 policiers. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça voudrait qu'il faudrait recruter 40 000 policiers supplémentaires uniquement pour surveiller cette frange-là, dont on sait qu'elle est violente par nature, si vous voulez. Donc moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on vide le stock. On s'aperçoit qu'avec l'imam, celui que vous savez qui disait... Vider le stock, ça veut dire pour vous expulser les étrangers et les binationaux. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est-à-dire tous ceux dont la police considère qu'ils sont dangereux, bien sûr. C'est le seul moyen, selon vous, pour pouvoir surveiller efficacement les personnes qui, sur notre sol, représentent un véritable danger.
C'est un des moyens, ça ne veut pas dire que ce soit le seul, si vous voulez. Mais en tout état de cause, c'est inadmissible de laisser survivre sur le territoire français des gens qui sont potentiellement dangereux et ensuite de lever les bras au ciel quand ils passent à l'acte. Pardon, mais je veux revenir sur ce chiffre. Vous évoquez 4000 personnes en haut du spectre. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a 4000 personnes sous notre sol qui sont potentiellement prêtes à passer à l'acte terroriste? Oui, ça veut dire que la DGSI considère que ces 4000-là sont les gens les plus graves, si vous voulez, dans le basculement possible vers la violence. Judith Vintraube. Oui, il y a une autre question qui, à mon avis, mais je soumets ça, je vous soumets ça, se pose, c'est celle de la porosité de nos frontières. Au moment où on organisera les JO, les JO se dérouleront. On a vu lors des attentats précédents en France l'importance qu'avait l'importation d'islamistes, soit nés en Belgique, soit ayant vécu une période en Belgique. Si on laisse ces frontières-là de pays voisins minés par l'islamisme, comme l'est, à mon avis, actuellement la Belgique, ouverte, on s'expose à ce genre d'importation. Là, on n'est plus exactement dans l'endogène, ni plus exactement dans l'exogène, on est dans le terrorisme de voisinage. Oui, puis les DNR cibles, si vous voulez, sont des cibles de population. C'est-à-dire, quand ils ont attaqué le Bataclan, quand ils ont attaqué le Cosmicol à Moscou, c'était de tuer le maximum de gens. Donc ça, les Jeux Olympiques, par nature, c'est de la concentration humaine, que ce soit les supporters, les fan clubs, ce que vous voulez. Donc c'est effectivement un scénario qui est tout à fait plausible avec des gens qui n'auraient qu'à traverser la frontière, oui, bien sûr. Dans quelle proportion l'immigration a-t-elle, selon vous, un lien avec le terrorisme? Vous évoquez le droit d'asile, il y a aussi les filières clandestines d'immigration. Ça joue un rôle dans le risque terroriste? C'est très difficile de faire un lien mécanique, si vous voulez, entre l'immigration et le terrorisme. D'abord parce que le phénomène silencieux qui se passe en France, c'est l'intégration. C'est-à-dire que, si vous voulez, les Français de culture musulmane qui ont trouvé leur place dans cette société, tout à coup on les interpelle quand il y a un attentat en leur disant vous êtes musulmans, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'on les renvoie à leurs conditions de musulmans alors qu'ils sont français et ils disent mais pourquoi vous m'interrogez moi? Donc ça c'est notre problème à nous vis-à-vis de cette communauté. La deuxième, c'est qu'effectivement, quand on est dans une espèce de logique droit de l'homiste et qu'on considère que tout individu, si jamais on doit l'expulser, il doit avoir... Vous savez que j'avais calculé qu'il y avait à peu près une dizaine de modalités de recours, si vous voulez, contre une expulsion. C'est-à-dire si vous montez jusqu'en Europe. On se rend bien compte que la machine tourne à vide. Et en plus, quand on a cette jurisprudence européenne qui fait que vous ne pouvez pas expulser quelqu'un, sauf à vous garantir qu'il sera bien accueilli chez lui, vous voyez à peu près comment l'Algérie va accueillir ses terroristes. Donc, vous voyez, on est dans un système qui est absurde. Éric Revel. Oui, le ministre de l'Intérieur s'était engagé cet été à faire un criblage pour l'organisation des JO sur les fonctionnaires, sur les agents de sécurité. Là, on a eu une sorte de chiffre intermédiaire sur 180 000 profils. Il y en a 800 qui ont été exfiltrés. 800 qui ont été sortis de l'organisation. Mais ils sont en France. Oui, mais ils sont en France. Ça ne sont pas les mêmes que les fichiers S, c'est encore autre chose. Ah ben oui, bien sûr, parce qu'effectivement, le fichier S, c'est quand même une indication policière d'abord. C'est le souci de surveiller des gens qui font de la propagande ou qui donnent un coup de main, si vous voulez, dans une perspective de violence. Mais le seul fait d'avoir fait ce criblage laisse penser qu'il y a effectivement une putréfaction de la société française aujourd'hui. C'est-à-dire sur quels critères s'est fait ce criblage, je ne le sais pas. Mais arriver à ce genre de mesures préventives, ça a de quoi inquiéter, théoriquement. Et quels sont les 800 profils exfiltrés? On ne sait pas non plus. On ne sait pas pourquoi ils ont été retirés des... Non, on ne sait pas. Ça n'est peut-être pas obligatoirement pour raison de salafisme. Ça peut être de l'extrême droite, ça peut être le type qui est... De l'extrême gauche. Oui, ou ça peut être le type qui est justement soupçonné de défis psychiatriques, si vous voulez. Joseph Massescaron. Oui, les Jeux Olympiques, c'est demain, puisque tout le monde pense à ça. Est-ce que la possibilité que le gouvernement, que l'État français fasse appel à des renforts extérieurs, c'est possible ou pas? Parce que c'est le bruit qui court. Ce sera le cas, ça a été confirmé par le ministère de l'Intérieur. C'est une information qui est confirmée. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que vous avez de la surveillance statique, si vous voulez, sur les Jeux Olympiques. Et ça peut être assumé par des gens qui ne sont pas obligatoirement des policiers français. Mais tout ce qui va être mesure d'anticipation suppose de bien connaître la société française. Donc ce serait plutôt vers ce genre de choses que la police française s'orienterait, que les services de renseignement s'orienteraient. Mais oui, pourquoi pas, bien sûr. Ouais. Il y a des polices qui pourraient être plus particulièrement sollicitées que d'autres. C'est le sens de ma question. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, autour de nous, on a des pays démocratiques, donc on sait que leurs polices, si vous voulez, sont des polices qui sont sous l'autorité du politique. Ils viendront évidemment collaborer dans un plan général, si vous voulez, où c'est le gouvernement français qui prendra ses orientations, ses décisions. Donc c'est plutôt une bonne décision, oui. Dans un peu moins de 4 mois avant de commencer ces Jeux Olympiques, est-ce qu'en termes de sécurité, vous faites plutôt partie des pessimistes ou des optimistes? Écoutez, tout attentat pendant les Jeux Olympiques est possible.
Ça veut dire que de toute façon, je fais partie des pessimistes. Encore une fois, la modalité même de l'attentat, ça n'est pas l'attentat organisé, détournement d'avion en septembre. C'est le type qui va arriver avec une grenade ou avec un fusil mitrailleur pour tirer dans la foule. Vous savez qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur le trafic de drogue, il y a des règlements de compte à la Kalachnikov. Donc il y a des armes qui circulent. Que ces armes-là soient détournées vers un motif terroriste, c'est tout à fait plausible. Donc bien évidemment, je fais partie des pessimistes, mais je ne peux pas faire partie des optimistes. En tout cas, j'y arrive pas. Vous êtes pessimiste, mais alors vous dites un attentat est possible. Il est possible ou probable selon vous? Écoutez, là, c'est de la divination. Là, je m'y refuse, mais c'est tout à fait possible. Ça, c'est certain. C'est tout à fait possible. Encore une fois, tout dépend de la gravité de ce qui sera arrivé. Parce que la DGSI, évidemment, fonctionne par anticipation. Le droit antiterroriste est le seul droit, si vous voulez, dans lequel on peut arrêter quelqu'un pour ses intentions terroristes. Bon. Donc, c'est un droit de l'anticipation. Et ça, c'est le travail des services de renseignement. Mais encore une fois, vous pouvez très bien avoir un type qui va se révéler parce que le seul fait de passer à la télévision, si vous voulez, ça va d'un seul coup cristalliser une espèce de posture victimiste, victimaire. Et donc, ça, c'est imprévisible. Bon, il y a les attentats terroristes, j'allais dire physiques, mais il y a aussi autre chose qui abîmerait considérablement l'image de la France sur un événement mondial comme les JO, sont les cyberattaques. Et là, il y a un vrai sujet aussi, me semble-t-il. Est-ce que, pour vous, on est armé, entre guillemets? Imaginez, je dis absolument n'importe quoi, mais on aurait bonne mine si des hackers prenaient la maintenance des chronométrages sur les pistes d'athlétisme. Non, mais vous voyez, mais pour l'image, ce serait désastreux. Est-ce qu'on est prêt pour contrer des cyberattaques qui pourraient arriver un peu de partout, de Moscou et d'ailleurs? Non, on ne peut pas être prêt. On ne peut jamais être prêt, si vous voulez, parce que la rapidité d'évolution d'Internet, des réseaux, de TikTok, etc., fait que de toute façon, on sera toujours en préventif, ou plutôt en réactif, si vous voulez, qu'en préventif. Donc, encore une fois, la nature de la cyberattaque, tout dépend effectivement. Si c'est pour changer les chronomètres, on peut faire recourir le 100 mètres. Mais ce n'est pas ça qui risque de poser problème. C'est tout ce qui est orientation des populations pour la sécurité, pour les faire arriver par les bonnes portes où sont effectivement les policiers, etc. Là, c'est beaucoup plus grave, oui. Mais on ne peut jamais être prêt, malheureusement. Jamais. Il nous reste peu de temps. Je veux qu'on aborde la question des personnes radicalisées qui, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, sortiront de prison. Environ 200 personnes condamnées pour terrorisme islamiste doivent en principe être libérées d'ici 2027. Écoutez Jean-François Ricard, qui est procureur du parquet national antiterroriste. Les détenus radicalisés et les détenus terroristes et les sortants de prison. Je ne vous le cache pas, c'est une de mes inquiétudes principales. Et là encore, pourquoi? C'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau? C'est les chiffres. C'est toujours parce qu'on est passé de quelques unités, de quelques dizaines, à une gestion de masse. Pierre Conessa, c'est cette gestion de masse qui fait qu'on n'aura pas les moyens de surveiller les 200 personnes condamnées pour terrorisme islamiste qui vont sortir de prison? Ou comment est-ce qu'on va les surveiller? On va les surveiller à minima? Non, écoutez, d'abord, il y a deux catégories dans ces 250 personnes. Il y a ceux qui sont de nationalité française, ceux qui ne le sont pas. Je rappelle quand même qu'après les attentats de 2015, le président Hollande avait décidé de mettre sur la table la question de la déchéance de nationalité, puis qu'il a reculé. C'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on avait 500 personnes tuées dans les rues de Paris, mais on ne pouvait pas toucher au tabou de la déchéance. Donc la première chose, c'est effectivement, pour ceux qui sont des binationaux, encore une fois, ceux qui sont des binationaux, déchéance de nationalité tout de suite, immédiate, prononcée par le juge et appliquée immédiatement. Ensuite, vous avez effectivement les nationaux. Bon, ceux-là, je ne sais pas quel est le solde entre l'un et l'autre, mais il est évident que ces gens-là sont des gens qui sont de toute façon potentiellement dangereux. Donc on est sur quelque chose effectivement qui fait que je comprends le souci du juge de penser qu'il va falloir affecter du monde pour contrôler ces gens-là. On n'est pas du tout sûr de leur réinsertion et de leur réinsertion et de leur bonne volonté à l'égard de la sécurité publique. Donc on est nous-mêmes, vous savez, aujourd'hui dans une situation extraordinaire où avec les obligations de quitter le territoire français, prononcées par le juge pour un terroriste condamné, sorti de prison, etc. La jurisprudence européenne fait qu'on ne peut plus expulser. On ne peut plus expulser parce qu'il faut vérifier qu'il sera bien accueilli chez lui. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est à la charge de la République, il est logé, nourri, blanchi par la République, alors qu'un SDF français n'a pas les mêmes avantages. Bon, vous ne trouvez pas que le système commence à reposer sur la tête? Judith Van Traube? Si, la réponse est oui, mais enfin, sur ces plateaux, on le dit assez souvent. La déchéance de nationalité, certes, Hollande avait essayé de l'imposer, mais en fait, c'est déjà dans la loi.
Bah oui. Comme l'avait dit à l'époque d'ailleurs de la campagne François Fillon et Marine Le Pen, on peut déjà pour intelligence avec l'ennemi déchoir de sa nationalité française un binational. Faut le faire. Encore faut-il que les pays d'origine reprennent leurs ressortissants et là on revient aux OQTF, aux laissez-passer consulaires, et là on revient à etc., l'absence de rapport de force que la France semble s'être imposée comme règle avec les pays. Merci beaucoup Pierre Conessa d'être venu ce soir sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Merci Judith Vintraube, Éric Revel et Joseph Massescaron. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis également. Dans un instant, vous avez rendez-vous sur CNews avec Élodie Huchard dans Face à l'info, Hélène Zanani sur Europe 1 pour Europe 1 Soir. Quant à moi, je vous retrouverai demain avec un très grand plaisir. Très belle soirée à tous.